Voilà, donc là, on va passer sur l'œdème maculaire diabétique, on va changer de registre. Donc l'objectif de ce symposium, donc après avoir balayé la fiche de pathologie, c'est de vous présenter les études de vraie vie des 4 dernières années, et vous illustrer avec quelques cas cliniques pratiques de ce qu'on peut attendre du traitement par illuvien dans l'œdème maculaire diabétique, quand on sait quand même qu'on a un tiers de nos patients avec un œdème maculaire diabétique et un OMD qui vont être résistants aux anti-VEGF. Alors, donc en fait, on sait que l'inflammation, elle est au cœur de la physiopathogénie dans l'œdème maculaire diabétique et qu'on a des modifications anatomiques, des facteurs biochimiques qui vont être altérés et dont les corticoïdes vont pouvoir agir de par leurs propriétés anti-angiogéniques, anti-inflammatoires et stabilisatrices de la barrière hémato-rétinienne. Et donc, on sait bien qu'on n'a pas une augmentation moyenne du VEGF dans tous les œdèmes maculaires diabétiques. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un tiers de nos patients qui vont être résistants aux anti-VEGF. Donc le but de ce traitement, il faut que cet implant à libération prolongée présente 3 caractéristiques, notamment comment alléger le fardeau thérapeutique chez ces patients. On sait qu'ils sont plus à risque de rupture de suivi que les patients atteints de DMLA. Pourquoi ? Parce qu'ils ont des profils particuliers avec des polypathologies associées au diabète et des facteurs socio-économiques. Et on sait également que le maintien du suivi d'un rythme d'injection soutenu est difficile à obtenir sur une période très prolongée, parce qu'en général, ces patients vont perdre 5 lettres entre les années 2 et 5 de suivi. Actuellement, donc, le critère d'évaluation de ces fluctuations rétiniennes, c'est la présence de fluide en OCT. Et l'objectif de ce traitement, justement, c'est de réduire ces fluctuations, rétiniennes. Pourquoi ? Parce qu'on s'est rendu compte qu'on avait plusieurs... on sait que ces variations de fluctuations rétiniennes vont altérer l'acuité visuelle au long terme. Et donc, c'est un enjeu thérapeutique majeur. Et enfin, comment protéger la rétine et améliorer sa fonction. Donc, cet implant diluvien, depuis son arrivée en mars 2019, il constitue une arme de choix pour le rétinologue. C'est un implant qu'on utilise donc, actuellement, qui est remboursé à 100% dans l'œdème maculaire diabétique. On a actuellement environ 900 injections en France. Il est également indiqué dans la prévention de l'UVI non infectieuse récidivante. Je vous parlerai juste de l'œdème maculaire diabétique. Il fait environ 3,5 mm de long, 0,37 de large, et on a à l'intérieur 180 mg de fluocinolone. La particularité de cet implant, c'est qu'il est 2 fois plus gros que l'Osurdex, et qu'en fait, c'est un implant qu'on ne va pas injecter dans la rétine, mais qu'on va déposer sur la rétine. En fait, on a un poussoir, on n'a pas de ressort, justement. Et ce qui est important de préciser lors de l'injection, c'est qu'il faut attendre quelques secondes avant de retirer le dispositif pour être sûr que l'implant s'est déposé sur la rétine, parce que c'est un implant qui est 2 fois plus gros que l'Osurdex, donc une petite variante dans la procédure d'injection. La pharmacocinétique donc, de l'implant de fluocinolone est vraiment différente de l'implant dexaméthasone. En fait, c'est pas un traitement d'attaque. On voit que la dose de fluonol qui est délivrée ici, en fait, elle est délivrée beaucoup plus de façon faible au début et ça va stabiliser dans le temps. Tandis que la dose de dexaméthasone est délivrée très rapidement, une dose élevée qui va diminuer progressivement après 3 mois. Donc on n'a pas la même pharmacocinétique et c'est aussi pour ça que ça sert avant tout, ce qu'il faut retenir, c'est que cet implant sert avant tout à prévenir l'œdème maculaire chronique. Dans cette diapositive, on voit qu'en fait, on a un assèchement anatomique stable avec l'implant de fluocinolone, tandis qu'avec l'implant dexaméthasone, on va avoir un assèchement en dents de scie. Donc, on voit l'intérêt par rapport aux fluctuations rétiniennes dont je vous ai parlé précédemment. On a une différence donc d'efficacité entre ces 2 implants. Dans les revues de Kojikian, donc c'est intéressant, il a en fait étudié 22 articles publiés entre février et mars 2020 qui ont inclus plus de 2000 patients. Donc, dans ces études de vraie vie, qu'est-ce qu'on a constaté ? Que finalement, on avait 86% des patients qui avaient un gain d'acuité visuelle d'au moins 5 lettres au pic d'efficacité. Et bien sûr, une réduction significative de l'épaisseur rétinienne. Et que finalement, ces patients, on avait un délai d'initiation après l'implant diluvien qui était inversement proportionnel à la durée de l'œdème maculaire diabétique. C'est-à-dire qu'un plus un œdème maculaire diabétique s'est chronicisé, plus le risque est plus important de recevoir un traitement complémentaire. Donc on a 30% de traitement complémentaire en moyenne après 15,4 mois d'injection diluvien. Dans cette revue également, on constate qu'on a des hypertonies qui sont importantes de 20%. Donc il faut quand même préciser que ce sont des patients qui n'ont pas été filtrés à la dexaméthasone. On en viendra après sur les prochaines diapositives. Et c'est pour ça qu'on a un taux important d'hypertonie post-injection. Également, le taux de chirurgie filtrante est important parce qu'aux États-Unis, ils ont eu la chirurgie plus facile pour des questions de remboursement. Donc, c'est à
à notifier. Enfin, ce qu'on retrouve dans les résultats de cette étude, c'est qu'on a une sélection de bons profils patients avec un profil de sécurité qui est rassurant en vraie vie. Et donc, c'est un produit qui est tout à fait indiqué dans l'allègement du fardeau thérapeutique. Enfin, dans ces études de vraie vie, ce qui est intéressant, c'est l'user study. C'est une étude américaine. Je vais insister particulièrement sur cette étude, parce qu'en fait, on a étudié donc des œdèmes maculaires chroniques anciens, avec une réduction de la fréquence de traitement qui est de 80%. Mais surtout, sur cette diapositive, ce que je voulais vous expliquer, en fait, c'est qu'on a stratifié les patients en sous-groupes. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit, c'est que la pente, elle est meilleure quand l'acuité visuelle est basse au départ. Et en fait, si on prend ces patients avec une bonne acuité visuelle au départ, on va maintenir une bonne vision on va les préserver sur 7 mois. Alors qu'un œdème maculaire chronique qui n'a pas le temps de se dégrader, ça va préserver l'acuité visuelle au long cours avec moins de traitement. Donc finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut dire que avec l'Iluvien, on va améliorer les œdèmes maculaires récents, mais on va préserver les œdèmes maculaires diabétiques anciens. Enfin, ici, on voit toujours également qu'il n'y a pas de variation de PI aussi statistiquement significative. Et que dans une dernière étude donc britannique, ce qui est intéressant, c'est que là, on a des résultats à 6 ans. En fait, en Angleterre, ils ont eu la même beaucoup plus tôt qu'en France, donc on a des résultats un petit peu plus longs, à distance. Et ce qu'on voit, en fait, l'idée avec l'Iluvien, c'est que le pic d'efficacité n'est pas immédiat, bien sûr. On le voit, c'est entre 6 et 9 mois. Et surtout, on voit qu'on a une amélioration au long cours, que ce soit de l'acuité visuelle ou de la baisse d'épaisseur rétinienne centrale, et que ça perdure au cours du temps. Donc c'est intéressant qu'on a bien une corrélation au long cours entre l'acuité visuelle et l'épaisseur rétinienne centrale. C'est intéressant de noter cet avantage de cette molécule. Dans la prise en charge de nos patients atteints d'œdème maculaire diabétique, on voit bien que les anti-VEGF, ils ont leur place au début de traitement, puisqu'on doit garder leur effet anti-angiogénique. On a souvent des patients qui ont une rétinopathie diabétique associée. On sait qu'on ne veut pas induire de cataracte en début d'évolution, donc on va utiliser les anti-VEGF en première intention. Et ce qui est intéressant dans toutes ces études de vraie vie, c'est que finalement, quand on regarde en fait ici que finalement, on a environ une stabilité qu'on a environ que 70% des patients qui n'auront pas de traitement additionnel, entre 50 et 70%. Donc ça a quand même diminué les fardeaux thérapeutiques chez ces œdèmes maculaires chroniques. Enfin, les synthèses au niveau de la tolérance dans la vraie vie, on sait que ces études n'ont pas de comparatif possible, mais ce qu'on peut retenir, c'est que finalement, dans 85 à 90% des cas, la prédictibilité est la même, c'est-à-dire qu'on a 10% des patients traités par Ozurdex qui peuvent avoir une réaction pressionnelle. Ça veut dire quoi? Qu'en fait, quand vous faites le test à la dexaméthasone, finalement, que seulement 10% des patients vont développer une hypertonie. Donc, également aussi, ce qu'on voit, c'est que la chirurgie filtrante est à faible taux, en dessous de moins de 1%. Donc, c'est quand même des résultats intéressants en termes de tolérance du traitement. Enfin, dans les études françaises, on a une cohorte de lyonnaise qui étudie des œdèmes maculaires anciens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on n'a eu qu'un seul cas de chirurgie filtrante. Et également une étude en France d'une cohorte du CSFR française, où là, par contre, les patients ont tous reçu la dexaméthasone, donc un implant de Zurdex pour tester l'hypertonie secondaire au corticoïde. Et là, donc, du coup, ce sont tous des œdèmes maculaires diabétiques anciens. Et on a quand même un gain visuel important, même s'ils sont au-delà de... Voilà, vous avez exactement l'ancienneté moyenne de l'œdème. Donc voilà, c'est intéressant également, seulement 32% des patients auront besoin d'un traitement complémentaire avec un résultat de tolérance qui est bon. Malgré des patients, on a quand même injecté des patients, il y avait quand même 8% qui étaient en trithérapie. Finalement, rappelez que les facteurs de risque d'hypertonie chez vos patients, il faut quand même penser chez les patients myopes forts, jeunes, avec un contexte d'uvéite, et ceux qui vont développer une HTO cortisonique sous traitement topique, sont des facteurs de risque d'hypertonie, et notamment la valeur seuil de la tension oculaire chez vos patients avant les injections. Pour vous illustrer avec quelques cas cliniques, donc pour des patients du docteur Louis Pinsard, que je remercie, sur les deux premiers cas. Donc c'est un patient de 69 ans, monophthame de l'œil droit, diabétique depuis 1985, insulino-récurrent depuis 2015, maculopathie découverte en 2017. C'est un patient qui a eu 6 ranibizumab et 3 implants de dexaméthasone. Ensuite, on a finalement continué de repasser aux anti-VEGF pour terminer la pemphoton rétinienne. Après 2 implants de dexaméthasone, on décide d'injecter un Iluvien donc en 2021. Et finalement, on voit le profil évolutif des hémoglobines glyquées chez ce patient qui se stabilise au niveau de son équilibre glycémique, avec une résorption complète de l'œdème après injection.
Quand on compare, on regarde la courbe de l'acuité visuelle, on voit qu'on a une stabilité en termes d'acuité visuelle au long cours après illuvien. Également, la surveillance de la PIO est tout à fait satisfaisante, puisqu'on n'a pas d'hypertonie décelable sur tout le suivi mensuel et trimestriel. Enfin, après, on voit bien la résorption complète sur les cartographies maculaires et en OCT, avec une disparition complète de l'œdème. Enfin, un deuxième cas clinique d'une patiente. Également, cette patiente, elle a eu de multiples anti-VEGF, 21 anti-VEGF, avec 7 Ozurdex, sans hypertonie secondaire. Et finalement, quand on a démarré l'illuvien, on n'a pas vu avoir un allègement du fardeau thérapeutique chez cette patiente, avec aucun traitement adjuvant depuis cet implant. Avec, donc après l'injection d'Ozurdex, une disparition complète de l'œdème maculaire en OCT. Et également, à 3 mois après la deuxième injection d'illuvien, on a également une stabilité complète sans fluide intrarétinien en OCT. Une patiente qui a eu une photosensibilité rétinienne bilatérale. Et enfin, le niveau d'acuité visuelle, également une stabilité au niveau de l'acuité visuelle finale. Et en termes d'épaisseur rétinienne maculaire, on voit les mêmes résultats des études de vraie vie, puisqu'on a une stabilité en termes d'épaississement rétinien. Et enfin, un tonus, une tolérance pressionnelle qui est tout à fait satisfaisante. Un dernier cas clinique, donc c'est un patient que j'avais traité par Ozurdex. Il a bénéficié de 10 Ozurdex à Paris, puis 10 pour ma part entre 2013 et 2022. Sur un œil vitrectomisé, l'œil gauche pour une hémorragie intravitréenne, un patient donc, qui a eu une photosensibilité rétinienne bilatérale, une vision à 5/10. On a décidé d'injecter l'illuvien. On voit donc en fait, on injecte après Ozurdex à J0, avant l'Ozurdex, la vision est à 5/10. Donc vous voyez bien, donc bien sûr la récidive exsudative. À J0, ça c'est le moment où on décide d'injecter l'illuvien. À un mois post-illuvien, on a déjà une réponse thérapeutique avec une hypertonie à 24. Donc le patient va être traité sous azote. Et finalement, on voit la stabilité clinique en OCT à 3 mois, puis 6 mois, avec une acuité visuelle stabilisée. Là, on a un recul à 17 mois. Et finalement, à 27 mois d'un illuvien, la vision est toujours stable. Et on a juste eu finalement un pic d'hypertonie à 24 mètres de mercure à un mois après l'illuvien. Donc finalement, juste pour vous rappeler que finalement, ce qui est important, ce qu'il faut retenir finalement avec cet implant, c'est qu'il faut traiter tôt vos patients qui présentent un œdème maculaire diabétique pour améliorer le pronostic visuel. Et qu'enfin, à l'importance de tester à la dexaméthasone pour évaluer les risques d'hypertonie chez ces patients. En moyenne, on a 5 à 7 patients sur 10 qui n'auront pas besoin d'aucun traitement additionnel. Ça permet donc finalement de discuter de la place de l'illuvien dans l'arbre décisionnel des œdèmes maculaires diabétiques. On peut éventuellement le proposer en première intention chez les patients qui ont des yeux vitrectomisés, qui sont pseudophaques, pour lesquels on n'a plus besoin de l'effet angiogénique des anti-VEGF. On peut discuter en première intention de vous proposer l'illuvien chez ces patients avec bien sûr un test à la dexaméthasone en prévention. Donc en principe, le pic d'efficacité est quand même plus tardif, en moyenne 3 à 6 mois. C'est pour ça que c'est important de démarrer le traitement avec un implant d'Ozurdex avant de débuter l'illuvien. Voilà, donc finalement, la situation la plus favorable, c'est un patient qui a un œdème maculaire récent. On va pouvoir stabiliser sa vision. Voilà, je vous remercie. Merci, bravo Clémence pour ton sujet sur cette molécule innovante. Il doit avoir Moi, j'ai aucune expérience sur l'illuvien, donc je pourrais rien partager avec vous. Je ne sais pas si quelqu'un en a. J'ai une petite expérience. Dis-nous, Jean-Paul. Il y en a qui injectaient la dexaméthasone un mois après l'illuvien, ils mettaient de la Zarga. Il y en a qui injectent à 3 mois. Certaines études préconisent à 2 mois. Ça, c'est un. Est-ce que tu fais chez les facs ou plutôt chez les pseudophacs parce que 53 ans, ils sont facs? Alors, il était pseudophac parce qu'il avait eu du multiple Ozurdex. Il a eu 22 Ozurdex, donc il était pseudofac. Ouais. Voilà, ça c'est important de préciser. Oui, plutôt des pseudophacs. Voilà. Et il faut savoir que, bien sûr, on commence pourquoi par la dexa parce qu'elle va agir sur 2 mois très fort. Il y a 2 mois, on met l'illuvien qui lui va agir beaucoup plus tardivement. C'est ça, pic d'efficacité 3 à 6 mois. C'est l'expérience que j'ai sur les Tout à fait. Est-ce qu'on peut le faire vraiment en première intention? Il n'y a pas de réserve à ce que... il n'a pas les mêmes en première intention, mais on peut le tenter en première intention. On peut le tenter en première intention chez les patients pour lesquels on peut tenter l'Ozurdex en première intention. Ça peut se discuter, voilà. Chez les patients pseudophaques, vitrectomisés, on n'a pas besoin de l'effet anti-angiogénique de l'anti-VEGF
si on décide de traiter en Ozurdex en première intention, on peut après élargir l'extension de l'indication avec l'Iluvien. Moi, j'ai un cas qu'on m'a rapporté, je ne sais pas si c'est fréquent, d'hypertonie sous Iluvien non contrôlée qui a justifié d'une explantation. Alors justement, je pense que François Martin, qui est dans la salle, va peut-être vous répondre, parce qu'il a eu des cas comme ça. Et voilà. Oui. Monsieur veut parler. Oui, on va. On a eu 4 cas aujourd'hui. On a eu 4 cas dans la base de pharmacovigilance sur les 6934 Iluvien injectés. Donc il y a eu 2 cas, c'était des contre-indications, enfin des non-indications. Il y avait des risques de passage en chambre antérieure dus à des implants artisans de mémoire. Donc ces deux patients ont été explantés. On a eu 2 cas d'hypertension oculaire qui ont nécessité le retrait de l'implant, qui a été fait, bien sûr chirurgicalement, avec une bonne suite pour les patients. L'intérêt d'utiliser la dexaméthasone, c'est ce que disait Madame Seba, c'était l'effet. Sur les études, on a 90% de prédictibilité de la réaction à l'Iluvien en termes de pression après l'injection d'Iluvien, 90% identique à la dexaméthasone. Oui, alors nous on recommande. Non, jamais. C'est pour tester les études. Il y a des études où ils n'ont pas mis le Ozurdex. Alors, il faut regarder l'AMM américaine et l'AMM européenne. Alors nous, Européens, mais les Américains peuvent faire la première intention. Ça a été fait, ça se fait bien. Nous, on recommande de faire un passage par la dexaméthasone pour avoir la prédictibilité à la PIO. C'est surtout ça. Et en termes de pharmacocinétique, le fait d'utiliser une dexaméthasone 1 mois avant l'injection d'Iluvien permet de faire le passage de relais en termes d'efficacité clinique d'un implant à l'autre sans superposer les phases de risque en termes de pression intraoculaire. C'est l'étude qu'a fait le CHU de Nice. Entre autres, oui. Et je peux vous poser une question? Oui. Vous qui avez la pharmacovigilance pour ces 7000 injectés, finalement, qu'on injecte l'Iluvien, c'est quand la période de la zone rouge où il faut faire attention, est-ce qu'il n'y a pas de complications, ceux qui vont être explantés, enfin j'imagine les 4 explantés ou les complications sévères, il y a un moment, un pic probablement, qui fait qu'on doit faire attention? Alors, le pic d'efficacité maximum de la molécule se situe entre 6 mois et 12 mois, pour simplifier. Oui. La molécule est libérée pendant 3 ans. Et donc le pic, s'il y a un problème de pression intraoculaire qui arrive, statistiquement, je peux vous répondre que statistiquement, il va être dans cette période de 6 mois à 12 mois. Donc nous, on recommande de surveiller les patients pendant tous les 3 mois, durant les 3 ans de l'utilisation de l'implant, de la libération. Mais statistiquement, la période la plus à risque, c'est entre 6 mois et 12 mois. Parce qu'au Ozurdex, c'était un pic à 6 semaines. Enfin, oui. On a étudié, retravaillé, réétudié. Et vous, du coup, avec cette molécule, il n'y a pas de pic à 6 semaines. À 6 semaines, il n'y a pas de risque d'hypertonie. À 8 semaines, 9 semaines, 12 semaines, il n'y a rien. Non. Ça se déclenche avec retard. Oui, c'est pour ça qu'il y a un intérêt de faire l'Iluvien à 1 mois de la dexaméthasone pour profiter en termes de pharmacologie de l'addition des 2 corticoïdes en termes d'efficacité. Par contre, il n'y a pas de superposition des pics pressionnels. Bien, merci. Je vous en prie. Merci. On va clôturer cette petite session matinale par une pause de 25 minutes. On va reprendre à 11h20, 11h25. Je voudrais juste demander aux orateurs de rester dans la salle. On va faire une petite photo de groupe pour nos orateurs. On va peut-être aller dehors même, se retrouver rapidement. Merci. Oui, merci, au soleil.